ne pas trop se comparer aux gens. Se comparer juste à soi-même, parce que la réussite des uns, on ne sait pas comment ils l'ont obtenue. Et ma grand-mère disait, les gens seront jaloux de ta Mercedes, mais pas du crédit que tu as eu. Donc en fait, tu vois la Mercedes, mais tu vois pas le crédit, quoi. Bienvenue sur le podcast de Number, où nous parcourons la France à la rencontre d'entrepreneurs au parcours inspirant et aux activités variées. À chaque étape, notre invité nous embarque dans son univers en choisissant un lieu marquant de sa ville, symbole de son aventure entrepreneuriale. Installez-vous, le voyage commence. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Number. Nous sommes aujourd'hui à Sophia Antipolis, près de Nice, et j'ai le plaisir de rencontrer Nicolas Piatowski, cofondateur d'une école de comptabilité et d'une plateforme de recrutement dans la comptabilité. Salut Nicolas. Salut Benjamin, enchanté. Ravi de te rencontrer. Nicolas nous expliquera durant ce podcast comment il est devenu incontournable dans le métier de l'expertise comptable, à la fois pour les étudiants, pour les collaborateurs et aussi pour les cabinets d'expertise comptable. Nicolas, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, on va dire que j'ai pas une histoire très singulière. C'est que, on va dire que de 7 à 18 ans, j'étais hyper mauvais à l'école. On va dire que j'avais des problèmes d'apprentissage. J'étais même une forme de dyscalculie. Donc, ça veut dire que j'arrive même à confondre les chiffres, même encore jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Alors, pourtant, j'ai créé un média qui s'appelle Les Geeks des chiffres. Et puis, du coup, j'ai suivi le cursus expertise comptable. Et puis, j'ai fait 5 CDI en 5 ans. Dans la comptabilité, la gestion, ça m'a beaucoup plu. Et puis un jour, je me suis dit, j'ai envie d'entreprendre pour faire je ne sais pas quoi. Et donc en 2014, je me suis lancé dans la formation pour former des salariés d'entreprise en compta-gestion avec ma femme. Et puis depuis 10 ans maintenant, eh bien, on gravite dans cet écosystème. Et puis on a créé plusieurs typologies de projets d'entreprise. Certains qui ont bien marché, certains qui se sont complètement cassés la figure, où j'ai dû vendre ma voiture pour payer l'URSSAF, avec des événements où un jour t'as plus rien et t'es obligé de partir de zéro. Et puis depuis 2019, on a lancé un média aussi et une école en ligne qui s'appelle Les Geeks des chiffres, donc c'est le premier média social sur les réseaux sociaux. Et puis une école en ligne qui a accompagné 14 000 étudiants à préparer le DCG et DSCG, qui sont des diplômes de la FIR de l'expertise comptable. On va parler de tout ça, mais dans ce que tu me dis, c'est j'étais pas très bon à l'école. Non. Je confondais les chiffres et tu t'es dit je vais faire de l'expertise comptable. Écoute, je pouvais aller nulle part. On m'a dit dans la comptabilité il y a du travail et donc d'ailleurs c'est marrant parce que pour la petite anecdote, c'est que dans tous les diplômes que j'ai choisis, on m'a refusé partout. Même en comptabilité. Et puis c'est mon père qui est parti voir le proviseur du lycée pour dire s'il vous plaît, vous inquiétez pas, il va y arriver, etc. Et puis j'y suis allé, mais vraiment pas par choix, c'était plutôt par dépit en fait. C'est-à-dire que j'avais rien d'autre, on m'a dit va là-dedans, t'auras du job. Et moi à l'époque je me dis d'avoir du job c'était bien. Parce que aujourd'hui on voit beaucoup, tu sais, dans l'écosystème, t'entreprends, t'as la quête du sens au travail, tu te dis tiens, peut-être que je peux faire quelque chose qui me plaît. Mais moi, 15 ans en arrière, j'ai un CDI, je suis content, quoi. Ouais. Et donc, si on me proposait ça, tu seras bien payé quand tu feras de la compta, c'est pour ça que je suis allé dedans. Donc, t'es allé là où il y avait du boulot. Exactement. Donc, t'as fait plusieurs CDI et puis ensuite, tu 5 disais, CDI en 5 ans. La fibre entrepreneuriale t'a rattrapé. Alors, je pense que j'étais fasciné par une émission à l'époque. Et du coup, je pense que c'est aussi utile les podcasts comme ça parce que ça peut créer aussi des vocations pour des personnes. Moi, je regardais Capital sur M6 à l'époque. Et je voyais un entrepreneur qui avait créé une entreprise de salade en Chine. Et ça m'a fait rêver. J'avais 14 ans. Et je me suis dit, un jour, j'entreprendrai quelque chose, tu vois. Et c'est pour ça que en 2014... on n'avait plus envie de travailler dans la compta gestion et puis on s'est dit on va créer un projet et puis on va se lancer avec une vague idée. Qu'est-ce qu'on sait faire ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir monétiser ? Et puis on a créé un organisme de formation qui a formé des boîtes comme Air France, Bouygues Télécom et d'autres grands groupes, mais plutôt des salariés d'entreprise. Ok, NISUP, c'est ça le nom commercial. Exactement. Historiquement. Exactement. Et donc pas uniquement dans la comptabilité, sur plusieurs domaines. Ouais, c'est de la compta, de la fiscale, de la finance, même un peu d'entrepreneuriat. Et donc voilà, on s'est lancé... Comme j'aime bien le dire, avec rien du tout. On avait 0 €. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est que juste avant d'entreprendre, j'ai négocié un départ dans une entreprise, sauf que moi, j'étais bon gestionnaire pour les autres, mais très mauvais gestionnaire pour moi. Et donc, le solde de tout compte que je reçois, je crame tout. Et donc, je dépense tout l'argent. Sauf que moi, je sais pas que quand le Pôle emploi va me payer, j'aurai un délai de carence. Et donc, je mesure pas ça. Et donc, je pense que je vais recevoir mon argent, mais en fait, j'ai rien du tout. Et donc, je vais créer cette entreprise. On va même me prêter de l'argent pour que je puisse... les premières dépenses. Exactement. On va même me prêter de l'argent pour le capital social, en fait. Okay. Et donc, voilà comment ça a commencé. Ok. Et là, donc c'était avec ta femme, tu en parlais. Comment vous êtes organisé ? Comment se passe la première prospection ? Alors, en fait... c'est marrant parce qu'avec elle, on est hyper complémentaires. C'est-à-dire qu'on sait faire des choses différentes.
et on a des appétences qui sont différentes. On va dire que sur la partie comptabilité, gestion, opération, sales, c'est plutôt moi qui gère ça. Et elle, c'est plutôt dans l'innovation, plutôt dans la partie marketing, plutôt dans la partie offre. Et donc, en fait, très spontanément, on s'est réparti les tâches de cette manière. Parce que de toute façon, moi, le marketing, je suis nul. Et elle est forte. Et la partie produit, moi, je suis plutôt... c'est plutôt ma zone de génie. Parce que je vais me retrouver face à des gens pour leur transmettre des compétences, tu vois. Et elle fait pas ça. En plus, elle est un peu plus réservée que moi, en tout cas par rapport à ça. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on s'est réparti les choses, tu vois. Ouais, donc plus qu'un couple, il y a une véritable complémentarité dans le binôme et dans la gérance de la société. Mais même dans la vie perso, quoi. Hein, tu vois, par exemple, moi, je vais bien m'occuper des opérations dans la gestion des enfants, et puis elle va bien s'occuper du divertissement des enfants, tu vois. Elle va les faire kiffer. Est-ce que c'est toi qui gères les finances à la maison? Oui, plus. Ça va maintenant? Exactement, ça va. Et donc, Nisop, avec le nom commercial et l'offre dont tu parles, quelle est l'approche différenciante? Comment se faire une place sur le marché au début? Mais tu vois, en fait, il n'y en a pas. T'arrives, t'as aucune compétence en entrepreneuriat. Tu sais même pas, en fait. Et donc, tu regardes à peu près qu'est-ce qui se fait dans l'environnement. Tu regardes les concurrents, qu'est-ce qu'ils proposent comme offre, etc. Et nous, en 2014, quand on se lance, faire des formations en comptabilité, la comptabilité, même jusqu'à maintenant, alors pas chez Number, mais on pourrait avoir une image que c'est ringard, c'est vieux, ça sert à quoi? Et nous, on a donné juste un peu de fraîcheur, en fait. Les seules personnes, on a mis un peu de couleur dans notre site internet, dans notre branding, ce qui fait que tout de suite, ça a un peu attiré l'œil. Et puis quand on s'occupait des prospects, eh bien, on les servait bien, on répondait à leurs besoins, on était très empathique, on essayait de comprendre qu'est-ce qu'ils voulaient, et puis on leur proposait une solution qui résolvait leurs problèmes, en fait. Hein. Ils avaient besoin de former 10 personnes pour atteindre tel objectif, et on leur proposait le produit qui allait juste en face. En fait, très simplement, en réalité. De la simplicité, c'est exactement, ce que j'allais dire. Exactement. Il n'y a pas de recette savante. Alors, ça aurait pu ne pas fonctionner. L'avantage, c'est que tout le monde a besoin de se former, en tout cas à cette époque, et donc c'était très facile de pouvoir s'implanter sur ce marché, tu vois. Et au fur et à mesure des années, la boîte s'agrandit, le projet évolue. Ouais, on ouvre 19 centres de formation en France, donc un peu partout. Donc on fait des formations. Ouais, exactement. Alors c'est pas des points avec des adresses c'est des adresses ponctuelles qu'on va ouvrir. Et puis tout se passe bien, il y a de la croissance. Et puis un jour, on a envie d'innover. Ça, c'est 2016-2017, parce qu'on commence à s'ennuyer. Parce que voilà, on a toujours la flamme de vouloir faire quelque chose de nouveau. Et donc on se dit tiens, pourquoi pas proposer une académie de formation en ligne et à distance qui va permettre à des gens avec l'intelligence artificielle, d'avoir des programmes de formation qui répondent à leurs besoins, parce qu'ils ont un projet, ils ont un besoin. Nous, l'outil va lui permettre de lui proposer son programme de formation automatiquement. Bon, quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui avec l'IA, tu sais très bien que deux petites personnes pas très capées sur la partie tech, on pouvait pas réussir. Donc là, on a commencé à se lancer là-dessus, on a tout investi, et puis du coup, on a tout perdu, quoi. Tu vois, et c'est là où on a commencé à recruter des gens, recruter des devs, recruter des commerciaux, et puis on a mal identifié notre marché. On a mal identifié les compétences dont on avait besoin. On a mal identifié aussi les ressources financières dont on avait besoin pour lancer cette plateforme. Et là, vraiment, on a été incubé, on a eu des subventions, etc., accompagnés par la BPI. Mais là, ça n'a pas du tout marché. Et donc là, tu te retrouves face à un mur où tu avais réussi. Et là, tu perds tout d'un seul coup. Et quand tu analyses les chiffres, tu sais qu'il te reste 2 mois à vivre, quoi. Et si pendant 2 mois, tu ne trouves pas des solutions, et du coup, tu fonces dans le mur. On se pose tous la question. Et là, comment vous faites? Et là, comment tu fais? Tu vas là où ça marche, tu vas chercher du revenu, tu prends, tu t'arrêtes d'avoir des rêves et t'essayes d'être simple et concret. Qu'est-ce qui, dans les 10 prochains jours, va me rapporter du chiffre d'affaires pour que je puisse à la fois sauver mon entreprise. Donc tu dois licencier les gens, tu dois les faire partir. Donc c'est des décisions qui sont difficiles parce que toi aussi t'as promis une vision à des gens. Et les gens ils ont quitté des jobs qui sont incroyables pour venir te rejoindre. Et là, 6 mois après, tu leur dis en fait on doit tout arrêter. Donc c'est dur aussi de faire face à ça, surtout que toi tu veux pas faire du mal aux gens, tu veux pas les blesser, tu veux pas les trahir aussi. Et donc émotionnellement, ça franchement c'était super dur, tu vois. Mais tu réduis tous les coûts, tu supprimes tout ce qu'il y a à supprimer en termes de charges, et après tu vas te concentrer que pour aller chercher du revenu. Et donc tu vas par toi-même, tu délègues rien, et puis tu y vas et tu vas travailler beaucoup là par contre. Tu vois. Et en même temps, quand tu l'as fait, vous l'avez fait à contre-cœur, mais toujours avec tes valeurs. C'est-à-dire que tu as dit je me suis planté,
Oui. Et si je veux que mon entreprise elle continue, et moi si je veux continuer à vivre, j'ai pas le choix que de réajuster. Et réajuster, effectivement, comme tu dis, passe par couper les dépenses, licencier des personnes. C'est la période la plus compliquée que tu as Ouais, eue bah dans carrément. ton aventure. Parce que quand tu crées une boîte, tu as plusieurs objectifs, tu vois. Soit tu veux gagner beaucoup d'argent, soit tu veux avoir la liberté, soit tu veux mettre à l'abri ta famille, soit tu veux aussi accomplir ton rêve. Bref, tu peux avoir plein d'objectifs. Après, tu as des objectifs aussi multiples, tu vois. Et moi, mon objectif, c'était de pouvoir aider le maximum de personnes. Et quand tu es face à des personnes avec lesquelles tu es, et que finalement tu les aides pas, et que tu dois leur dire il faut partir, du coup, tu as un sentiment d'échec à ce moment-là. Et c'est dur à vivre, mais tu sais que c'est la décision que tu dois prendre, et donc c'est dur sur le moment, mais en fait c'est reculer pour mieux sauter. Et puis après, les personnes aussi, tu les accompagnes dans la sortie de la meilleure manière que tu peux, Bien avec sûr. les ressources, les compétences, et ce que tu as envie de faire. D'ailleurs, j'ai souvenir d'une personne qui, elle est partie, elle a créé sa boîte après, et elle a créé quelque chose de très fort en France. Donc bon, voilà, ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Il y a les réussites, il y a les échecs, mais entreprendre, c'est pas... c'est un chemin de croix, comme on le dit, mais ce qui est important aussi, c'est de savoir pour quelle raison tu vas faire les choses, pourquoi tu vas faire les choses. Et je pense que, en tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est ce point-là. Je me suis dit, je voudrais plus rêver trop grand, je voudrais plus aller trop vite, je vais être un artisan de l'entrepreneuriat. Je vais imaginer à quoi va ressembler mon groupe dans les 10, 20, 30 prochaines années. Voilà, ça c'est ma vision. Mais je vais pas me dépêcher. Et je vais construire brique par brique. Et en fait, ça a été super salvateur parce que c'est pas l'objectif que tu vises, c'est le chemin que tu apprécies. Et en fait, le chemin, quand tu l'apprécies, du coup, c'est tous les jours que tu kiffes. Et donc, ça, c'est un peu mon modèle d'entrepreneuriat aujourd'hui. C'est très important ce que tu dis, et aussi bon là, t'as pas eu le choix, mais entreprendre, c'est faire beaucoup de tests, lancer des projets, Carrément. et aussi savoir quand il y en a un qui marche pas, dire ok, en fait stop, j'arrête les frais, même si c'est dur, parce que c'est difficile de mettre fin à des contrats de travail, etc. Mais en fait, tu le fais pour sauver ton entreprise, et parce que t'as le recul nécessaire de te dire attends, je vais m'arrêter juste avant le précipice, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc derrière, le rebond après ça. Exactement, le rebond après. Du coup, on sauve l'organisme de formation présentiel. Oui. Et sauf qu'on fait un produit qui est bon. Tu vois, ça veut dire que on s'acharne vraiment à ce que les clients, quand ils suivent nos programmes, ils ont une satisfaction de malade. Et on se rend compte que la pédagogie qu'on a développée, elle est bien, mais sauf qu'en fait, on la met que dans la tête de 10 à 20 personnes à chaque fois. Et on se dit, c'est dommage, parce que en fait, on devrait démocratiser cette compétence au plus grand nombre. On devrait former les gens à la comptabilité, la gestion financière, mais par contre, on ne doit pas le faire de n'importe quelle manière. Ça veut dire que quand les gens vont se former, ils doivent obtenir quelque chose à la fin qui leur donne un certificat, une valeur, une légitimité sur le marché. Et en 2019, on se dit on arrête la formation présentielle, définitivement. On a bien appris pendant... C'était le bon moment. 5-6... Exactement, c'était le bon moment en fait. Et on se dit, on va créer une académie en ligne qui va former à la compta gestion. Du coup, au début, qu'est-ce qu'on a fait? On a répliqué le modèle présentiel où on faisait des compétences. Voilà, je veux analyser un compte de résultat, un bilan, bref, tout un tas de choses. Finalement, ça n'a pas pris. Et là où c'était intéressant, c'est que on n'a pas du tout cherché à innover. On a juste créé un site internet. On a fait une proposition de valeur. On a poussé un peu cette landing page à un certain nombre de personnes et on voyait si les gens s'inscrivent ou pas, si les gens achètent ou pas. Et puis au final, on s'est dit, allez, de quoi le marché dans les prochaines années aura besoin? Ils vont avoir besoin de compétences, ils vont avoir besoin de professionnels du chiffre qui accompagnent les dirigeants. Parce que le dirigeant, lui, il est dans son opérationnel. Tu vois, là, ce que je te raconte jusqu'à ce moment-là. Il est dans son opérationnel. Lui, il n'a pas envie de se prendre la tête avec des chiffres. Par contre, il a besoin de quelqu'un en face de lui qui vient l'alerter sur la qualité financière qu'il génère grâce au travail qu'il est en train de fournir. Sauf que si tu as un collaborateur comptable qui est complètement perdu et qui comprend pas ton business, il comprend pas qui tu es, il comprend pas tes rêves, tes ambitions, il peut pas te dire tiens, en fait, viens, on s'arrête, on se pose, regarde sur les 6 premiers mois, voilà ce que ton activité a généré. Et nous, en fait, on s'est dit demain, enfin, il y a 5 ans en arrière, les gens avaient besoin de ça. Mais avec l'intelligence artificielle, etc., les gens ont encore plus besoin de ça. Et l'entrepreneur, lui, que son expert comptable lui fasse un bilan, une TVA, une déclaration fiscale, fine, il respecte les obligations légales. Mais ce qu'on veut après,
c'est quelqu'un qui nous dise ok, j'ai identifié dans ton secteur d'activité, chez les boulangers, chez les entrepreneurs, par exemple les freelances ou les gens qui font de la prestat de service, ton taux de marge, c'est ça. Sache qu'il y a plein de petits camarades, ils font différemment et je vais t'expliquer comment. Et donc voilà, avoir ce lien qui était intéressant. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé une académie qui préparait au diplôme de la filière de l'expertise comptable. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé en 2020 avec l'école en ligne Les Geeks des Chiffres. Énormément de contenu que vous avez fait sur cette période-là. Ouais, alors on a fait énormément de contenu. Quand tu benchmarks un peu et que tu analyses les écoles concurrentes à cette époque, ils sont 13 personnes à préparer une licence entière et toi t'es 2. T'as plus d'argent, t'en as pas beaucoup en tout cas. T'es dans un 40 mètres carrés à Blanc-Minil, tu viens d'avoir un nouveau-né et tu dois te faire face à ces personnes où ils étaient 13 à concevoir une académie et toi t'es tout seul et là tu dois faire la même chose mais avec beaucoup moins de moyens et tout seul. Et bah du coup tu vas fonctionner par étapes. Hein. Tu dois pas être perfectionniste. Tu dois pas te dire mon produit parfait c'est ça. Non, tu vas fonctionner par escalier. Et donc, on a conçu une académie avec, pour préparer une licence, faut faire 13 matières. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais du coup, tu ne peux pas sortir 13 matières d'un seul coup. T'en sors une, t'en sors deux, t'en sors trois, t'en sors quatre, t'en sors 5. Puis tu commences à monétiser. Et puis, les premières personnes qui te font confiance, eh bien, tu leur fais des tarifs avantageux, tu les sers bien, ils parleront de toi, etc. Et c'est comme ça qu'on a créé un effet boule de neige. Du coup, un petit peu en complément. Parce que tu dis que vous fonctionniez par UE avec une approche un petit peu aussi différente aussi, tu en parles pas, mais pas uniquement l'obtention du diplôme, mais comme tu dis, t'es dans la vision que demain cet étudiant doit devenir un bon collaborateur comptable, donc t'essaies de lui apporter plus que simplement la théorie qui doit lui permettre de valider le diplôme. D'ailleurs, c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est comme ça qu'on a conçu le produit. C'est de quoi demain le marché aura besoin. Il aura besoin de gens qui sont diplômés, donc il leur faut la théorie, mais ils auront besoin de gens quand ils vont face à un entrepreneur dans la vie réelle. Ok, EBE, tu dis ça à un entrepreneur, il dit EBE, ok, ouais, d'accord. Donc tu sais le calculer, ça c'est pour le diplôme, mais tu sais le vulgariser pour un entrepreneur, parce que tu sais que peut-être demain c'est là-dessus qu'il va valoriser une boîte. C'est sur un multiple de cet indicateur financier qui peut racheter une entreprise, etc. Du coup, on a mixé la partie théorique et la partie concrète pour que l'étudiant, quand il passe dans le chemin, il arrive à avoir les deux aspects, qu'il puisse valider son diplôme, mais aussi être prêt quand il va rentrer sur le marché du travail. Et cette approche différenciante, qui correspond totalement à ta vision, est-ce qu'elle fait partie aussi de ton business model, c'est-à-dire à te dire je dois absolument passer par une approche différenciante pour me faire une place et me développer, ou alors on va dire c'est ta vision qui a pris le dessus et petit à petit tu t'es rendu compte que c'était une énorme valeur ajoutée. En fait, comme j'ai été, l'avantage c'est quoi? C'est que j'ai été mauvais élève à l'école, premièrement. Donc comme le produit qu'on a proposé, les taux de réussite ils sont assez faibles, alors, j'étais mauvais. En plus, les taux de réussite à l'échelle nationale sont pas terribles. Donc déjà, je me suis dit, comment pouvons-nous, alors avec Soumaya, qui est mon associée, parce qu'elle aussi, dans le cursus de l'expertise comptable, on s'est rencontrés à l'école, elle et moi, sur les bancs de l'école, compta gestion, elle maîtrisait pas trop. Donc en fait, c'est comme si on a conçu un produit pour des gens qui étaient un peu moyens pour acquérir la théorie. Pour les nuls. Exactement. Voilà, donc on a fait un peu pour les nuls à la base. Ok, première étape. Sauf que quand moi, j'ai fait de la formation présentielle où j'étais face à des gens qui étaient dans le concret et la vraie vie. Moi, si je leur sors de la théorie, ça leur sert à rien quand ils vont devant leur ordi. Sur le marché du travail. Ça sert à rien du tout. Donc en fait, pour moi, la vision, c'était juste logique de faire comme ça. En fait, c'était juste logique. Et puis elle aussi, mon associé, elle a fait une thèse sur les comportements des apprenants sur les parcours de formation en ligne. Okay. Donc tu vois, ça veut dire qu'elle a fait une recherche. Moi, j'ai fait du présentiel pendant des années. Il y a mon histoire. Où j'étais pas très bon à l'école. Et en fait, ce mix-là a fait qu'on a conçu un produit qui finalement répond à tous les besoins du monde pro et du monde perso. Et c'est pour ça aussi que, enfin, perso, du monde de l'étudiant. Et c'est pour ça que y a aussi parfois des personnes qui me disent c'est bizarre, j'ai l'impression que ça va trop vite vos cours par rapport aux autres. Non, on a voulu tout simplifier parce qu'on s'est vraiment mis à la place de l'utilisateur final. Pas pour le diplôme, pour sa réussite dans la vie active. Exactement. En fait, les deux, en réalité. Parce que le diplôme, il faut qu'il le valide quand même.
Bien Mais sûr. je dis si vous voulez être des génies, en tout cas à l'époque ça c'était la thèse. À la thèse quand on s'est lancé, c'est si vous voulez être des génies et avoir 20 sur 20 avec nous, on n'est pas la bonne plateforme. Par contre maintenant on a changé un peu le fusil d'épaule, c'est qu'on garde toujours cette expertise académique, mais on a aussi cette expertise du terrain. Donc c'est les deux. Et plusieurs fois, tu as dit, OK, à court terme, il nous faut de la trésor pour continuer et faire du chiffre d'affaires. Justement, comment tu allies en fait ce travail de fond qui est générer du contenu pour avoir de plus en plus d'offres à proposer et en même temps la génération du chiffre d'affaires? En fait, ce qui était assez incroyable, c'est que on a quand même innové dans le business model à l'époque. Parce que si on veut se former en France, on est subventionné en fait. C'est l'entreprise qui paye, c'est le France Travail qui paye, c'est tout le monde qui paye en fait. Mais du coup, en réalité, c'est pas un bon modèle ça. C'est-à-dire, si tu veux changer ta vie, tu ne cherches pas à que les autres ils vont payer pour toi. Toi, paye pour toi si tu veux changer ta propre vie, tu vois. Tu veux pas trop attendre. Et nous, on s'est dit, dans le monde de la formation, les business models des organismes, c'est trop axé sur les financements. Nous, on s'est dit, on va faire un truc différent. Alors, il y avait un objectif intrinsèque. C'est que ce qu'on voulait, c'était avoir un impact le plus massif dans la vie des gens. Donc, ça veut dire que comment on va faire pour aider les gens? Ça, c'était vraiment un objectif. Donc, le mien et celui de mon associé. Okay. Donc, on s'est dit, on s'en fout de devenir riche. C'est pas ça le principal. On va aider les gens. Et beaucoup Ok. de gens. Et Donc, il faut beaucoup. du volume. Il faut du volume. On va aider et beaucoup de gens. Ok, première étape. Deuxième étape, si on veut aider beaucoup de gens, on peut pas leur faire un tarif de malade. Et si on veut le rendre accessible aussi, on peut pas faire ça. Et puis, si on veut être indépendant des financements publics ou des financements des entreprises, on peut pas faire des tarifs de malade. Donc on s'est dit, dans cette industrie, on va créer un business model par abonnement, comme Netflix, et on va faire le Netflix de l'expertise comptable. Et donc, tu t'abonnais pour un prix très peu cher pour te former à une licence. Et en gros, comparativement, d'un point de vue marché, on était 10 à 15 fois moins cher que les autres. Par contre, pour une proposition de valeur qui était équivalente, si ce n'est bien supérieure par rapport à ce qui existe. Donc, en termes de valeur perçue, dès qu'on a fait ça, on est passé de 30 clients par mois à 30 clients par semaine. Et puis après, ça n'a fait que grossir. Tu vois. Okay. Donc, votre business model en termes de tarification actuelle, c'est celui que vous aviez déjà. Exactement. J'imagine qu'il a été retouché d'un point de vue contenu et prix, mais en tout cas, l'approche, c'était déjà celle que vous aviez en 2019-2020. Exactement. En fait, en réalité, on ne l'a juste pas changé. Oui. En fait, la seule chose qu'on a fait, on l'a juste un petit peu augmenté au niveau du prix parce que n'oublions pas que après, il y a autre chose. C'est que si tu veux vraiment encore améliorer la rentabilité de ton projet, on n'est pas Netflix. Donc forcément, nous, on a un business model par abonnement. Mais se former, tu n'as pas envie de rester 10 ans. Oui. Quoi. Tu vois. Au bout d'un moment, donc tu vas partir. Il y a du churn. Exactement. Donc forcément, il y a un niveau de désabonnement. Mais si on voudrait contrecarrer ça, il faudrait qu'on change le business model. Oui, mais du coup, ça va à l'encontre de notre vision d'aider le maximum de personnes. Et comme, entre guillemets, que tu gagnes 5 000 ou 7 000 euros par mois, ça va pas changer la face du monde, on s'en fout, quoi. Tu vois. Peu importe, en fait. Tu vois. En gros, c'est pas ça le principal. C'est, comme j'ai dit, c'est le chemin qu'on doit et petit à petit. Exactement. Et l'artisan de l'entrepreneuriat. Du premier. T'as tout compris. Et donc, c'est pour ça qu'on a été beaucoup plus prudemment. Et puis, on a rationalisé les coûts, on a fait attention, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a conçu le produit. Mais on est vraiment toujours resté sur la même thèse. Tu vois. Mais par contre, on est aussi conscient que, tu vois, d'un point de vue concurrentiel, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont fait la même chose que nous. Mais en vérité, le marché, il est trop petit. Ceux qui rentrent et qui font la même chose que nous, pour moi, je pense que c'est dur pour eux parce que ça va être trop difficile de s'en sortir. Vous avez un actif aussi. Exactement. De par l'ancienneté, de par tout le contenu que vous avez, qui met un peu des barrières en fait pour les nouveaux arrivants. C'est ça. Et donc voilà un peu, voilà comment on a construit un peu le projet. Et puis à côté, du coup, on a créé aussi un média social sur les réseaux sociaux pour apporter beaucoup de vulgarisation dans la comptabilité et la gestion. Et au fur et à mesure du développement, vous l'avez fait en autofinancement? Vous avez dû faire appel? Non, tout autofinancé. Plus aucune banque, plus aucune rien. Subvention. Voilà. Je me suis dit, en fait, la seule personne, je dois être dépendant de seulement mon client. C'est-à-dire que je ne suis dépendant d'aucun établissement bancaire. Donc ça veut dire que, par exemple, nous, dans notre bilan, la partie emprunt, elle est égale à 0, quoi. On n'en a pas. Tu vois. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, je dis que c'est notre thèse d'entrepreneur. On s'est dit, la seule personne qui doit nous donner de l'argent, c'est la valeur qu'on va apporter. Donc, toi, on t'apporte une valeur au client, c'est toi qui nous payes, et c'est comme ça qu'on va croître.
Et à ce moment-là, donc vous apportez une véritable valeur ajoutée aux candidats qui se forment, qui passent leur DCG, qui passent leur DSCG, avec en plus cette vision un peu marché et monde du travail. Vous êtes quand même assez loin à ce moment-là des experts comptables. Comment tu t'en rapproches? C'est en vulgarisant par les réseaux sociaux que tu as commencé à aussi te faire connaître auprès des experts comptables? Alors, c'est vraiment un fruit du hasard. Nous, on a toujours eu cette vocation à travailler pour les étudiants, pour les professionnels du chiffre, mais pas professionnels expertise comptable. Et puis un jour, en 2022, j'ai envie de lancer un podcast. Parce que je me dis, les jeunes, ils savent pas qu'un expert comptable, ça peut être un métier hyper stylé, tu vois. Qui peut faire du M&A, qui peut faire de la gestion de patrimoine, qui peut faire tellement de trucs différents. Ils le savent pas. Donc je me dis, je vais aller à la rencontre d'experts comptables pour qu'ils puissent le savoir. Pour démocratiser, le métier. Et leur donner envie d'avoir... Ils ont des rôles modèles. Ils vont se dire, tiens, ça me donne envie de faire comme lui. Tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai fait le podcast. Sauf que les étudiants, ils l'écoutent pas. Je me suis rendu compte qu'ils l'écoutent pas. En fait, c'est que des experts comptables ou des profils plutôt capés avec de l'expérience dans les cabinets qui l'écoutaient. Et comme c'est devenu le premier podcast de la profession comptable, tu vois, et du coup, en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à finalement travailler avec les cabinets d'expertise comptable et se faire connaître auprès de cette cible par rapport à ce podcast. Mais tu vois, à la base, la vision, c'était de le proposer à un avatar précis. Et en fait, finalement, c'est un avatar autre qui l'a consommé, tu vois. Et en même temps, tu valorises à ce moment-là les geeks du chiffre, tu valorises aussi la formation que tu apportes aux étudiants. Bien sûr. Donc quand ils arrivent sur le marché du travail, mine de rien, t'as un peu prémâché le boulot, quoi. C'est vrai, parce qu'on essaye vraiment de... Tu vois, moi, ça me ferait mal... Enfin, moi, j'aimerais pas. Je l'ai vécu, hein. J'ai bossé au cabinet où j'ai fait... j'étais pas forcément face à un client en train de lui faire du conseil. Mais si on m'avait donné une espèce de roadmap, une to-do list là, des caches à cocher, pour que je puisse arriver très vite face à des clients, pour apporter une vraie valeur ajoutée, ça aurait été trop bien. Moi, en fait, ce que j'ai pas pu avoir, j'ai envie que les autres ils puissent l'avoir. Après, ils le choisissent. Soit ils ont envie de faire ça, soit ils ont pas. Mais en tout cas, ils ont une vision générale de ce qu'ils peuvent avoir s'ils se donnent un peu les moyens, tu vois. Et aujourd'hui, est-ce que ce que tu viens de dire, c'est présent dans les modèles de formation, dans ce que vous mettez à disposition des étudiants? C'est présent en fait depuis 2020 en fait en réalité. C'est-à-dire que c'était sous-jacent. Oui, c'était sous-jacent. C'est-à-dire que en fait, nous ce qu'on a conçu pour eux, ce qu'on leur montre avec des vraies histoires, en fait on l'a déjà inclus dans le produit. Ça veut dire qu'ils peuvent déjà projeter sur les deux. Mais je voulais vraiment qu'ils puissent avoir d'autres personnes qui le disent, pas moi. C'est quelqu'un d'autre qui doit parler, pas moi. Ah, c'est bon, on m'a assez entendu, tu vois. Bon, en tout cas, si je comprends bien, le podcast n'a pas aidé à recruter plus de clients, en fait. Non, pas du tout. Et alors, comment vous faites c'est le bouche-oreille? Qu'est-ce qui permet de continuer à se développer? C'est la présence sur les réseaux sociaux, le web? Oui, exactement. Donc, la stratégie SEO, on a travaillé beaucoup sur la stratégie blog aussi, pour attirer des étudiants. Beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Et donc là, on a eu la chance d'avoir et d'être rentré assez tôt. Où là, finalement, c'est comme si on avait une rentre du premier entrant. Et donc, d'un point de vue concurrentiel, comme à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, du coup, forcément, quand tu viens et que tu fais quelque chose avec ton cœur ou tu apportes de la valeur, et du coup, les gens, ils te reconnaissent. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Nous, dans la ligne du marketing, dans le compte de résultat, on fait pas de pub, quoi. Tu vois, il y en a pas en réalité, parce que on a utilisé nos ressources. Encore, comme je le dis, artisan de l'entrepreneuriat, on va faire du contenu. Ça ne te rapporte rien tout de suite, mais c'est pas grave. Demain, ça va planter des cailloux là, ou comme le petit pousset là, ou je sais pas quoi là. Tu vois. Oui, parce qu'en fait, tu dis. Ça aide d'être premier. Effectivement, je le pense et je le partage sur les prises de position, mais ça fait pas tout non plus d'arriver en premier. Donc c'est vraiment aussi une vision que vous avez long-termiste de créer un peu un actif au final, grâce à tout le contenu que vous rédigez, qui va petit à petit vous faire croître. Aussi, j'ai une obsession de la scalabilité. C'est-à-dire que moi, tu vois, par exemple, là on est en train d'enregistrer un épisode. Ouais. Donc là, mon ordinateur, par exemple, il est fermé. Mais là, on a conçu un modèle d'entreprise où les étudiants peuvent s'inscrire de manière automatique,
le chiffre d'affaires peut se générer automatiquement, ils peuvent avoir les réponses à leurs questions de manière automatique. Ça veut dire que, en gros, encore une fois, l'artisan de l'entrepreneuriat, c'est créer un système qui dépend vraiment pas beaucoup de toi. Et donc, tu as raison dans le sens où ça se fait pas tout seul, mais on a quand même beaucoup travaillé pour que le modèle puisse fonctionner par lui-même. Moi, j'ai vraiment cette obsession de me dire, je veux surtout pas que mon business dépende de moi. Je l'ai fait par le passé. Oui. Et j'ai pas aimé en fait. Parce qu'après, tu deviens emprisonné. Et quand on est entrepreneur, on peut vite rentrer dans un gouffre où on se sent... du coup, tu travailles pour ton entreprise. Et c'est pas ton entreprise qui travaille pour toi. Et donc, tu es là... et là, tout le monde est en PLS, ils travaillent de 8h à 20h, ils font pas de chiffre d'affaires, parce qu'en fait, en plus, ils mettent leur énergie au mauvais endroit. Il n'y a pas... ça veut dire que... D'ailleurs, c'est un petit conseil que je pourrais donner, c'est je me pose tous les jours, je fais pas des plans sur 15 ans, ouais, j'ai une vision de à quoi ça doit ressembler dans 20-30 ans, ok, mais je m'en fous si je le fais ou pas. Par contre, chaque jour, chaque semaine, je me dis, quels sont les 20% d'actions que je vais réaliser qui vont me rapporter 80% de valeur. Je cherche pas à être parfait, je cherche pas à faire le top du top, je cherche juste à faire une chose principale. Et si j'ai fait ça dans ma journée, je suis content. Là, si je commence à multiplier les trucs et tout, à gauche, à droite, là, tu peux être sûr que tu vas t'enliser et tu vas devenir un entrepreneur frustré. C'est très important ce que tu dis. Et cette frustration, tu vas la ramener chez toi. Ouais. Et tu vas la ramener à tes enfants. Donc, tu seras ni bon avec tes enfants ou avec ta femme, ton mari ou je sais pas qui, ou ta copine ou ton conjoint. Et puis, tu vas les stresser eux. Eux, ils vont te stresser. Tu vas retourner au travail. Tu vas être stressé, tu vas être énervé. T'apportes aucune valeur. Franchement... vaut mieux se fixer un objectif de travail. Vas-y, travaille 7 heures par jour, bien focus, plutôt que chercher à travailler 12 heures dispatché. Quoi. Ça vaut pas le coup. Non, mais ce qui est ultra important dans ce que tu dis, c'est aussi la dépendance vis-à-vis de ta propre société. Ouais. Toi, tu as eu cette vision de te dire, ok, je dois bosser sur là où j'ai le plus de valeur ajoutée et je dois essayer aussi d'automatiser un maximum le parcours client. Exactement. Là, je comprends bien, le prospect devient client tout seul, il doit s'onboarder tout seul, il a accès au contenu. Et au final, tout seul, en fait. Beaucoup de contenu a été rédigé. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est encore beaucoup de temps pour vous de créer du contenu? Non, parce que tu vois, à l'époque, si je dois faire une vidéo de 4 heures, de 2 minutes, je vais mettre 4 heures. Aujourd'hui, si je dois faire une vidéo de 2 minutes, je vais mettre 2 minutes. Ouais. Tu vois? Donc, avec le temps, t'acquiers aussi la compétence et c'est beaucoup plus facile pour toi de faire. Tu vois? En plus, il y a les outils d'IA. Moi, j'aime pas les utiliser pour faire du contenu, mais par contre, j'aime bien les utiliser pour me structurer. Donc encore une fois, tu vois, j'essaie de trouver cette scalabilité avec des outils qui me permettent de réfléchir beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, beaucoup plus rapidement. Mais après, j'y mets ma propre vision et ma touche personnelle. Ça, je pense que ça, c'est indéniable, tu vois. Donc si je comprends bien, au fur et à mesure et sur les dernières années, le geek des chiffres est de plus en plus la société est de plus en plus autonome dans son fonctionnement. Toi, à travers le podcast, même si c'était pas du tout visé au départ, tu te rapproches des experts comptables. Ouais. Et en fait, le lien se fait et l'aboutissement, c'est Counter. Exactement. Donc après, on lance une plateforme de recrutement et de formation. Alors ça, c'était déjà dans notre plan, tu vois, en 2020, quand on a écrit le groupe. Forcément, on s'est dit un jour, il faudra que les étudiants, on les place dans les cabinets, tu vois. Et puis, du coup, ce lien s'est fait naturellement. Et puis, quand même, à la seule différence, c'est que là, on s'est dit, on va faire une étude de marché. On va moins y aller à l'intuition. On va dire, ok, avant de lancer le recrutement, on va prendre notre bâton de pèlerin et on va faire une étude qualitative et quantitative. Auprès des cabinets, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu recherches? Pourquoi tu n'arrives pas à recruter? Donc, c'est vraiment poser beaucoup de questions. Et puis en face, on va poser les questions aux collaborateurs. Qu'est-ce que tu recherches dans un cabinet? C'est quoi le management, etc. etc. Et là, tu as des masterclass dans tous les sens. L'autre dit mon problème, c'est ça. L'autre me dit mon problème, c'est ça. Moi, j'adorerais avoir ce truc, etc., etc., etc. Et donc, avec ce travail-là, tu vas commencer à constituer une offre qui va permettre de répondre aux besoins de chaque individu. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé Counter, qui est une plateforme de recrutement et de formation à destination, par contre, des professionnels qui sont déjà en exercice. Donc, on référence plutôt des cabinets qui recherchent des talents. Et nous, les talents, comme ils sont très difficiles à avoir, on essaie de les capter par autre chose que de simplement lui proposer une offre d'emploi. On lui dit, écoute, mon coco, quand tu vas venir chez nous, on va te former à des compétences qui te seront utiles pour demain, qui répondront aux besoins des entrepreneurs que les cabinets vont accompagner. Donc c'est pour ça qu'on a une académie qui les forme gratuitement. Donc
tes talents, tu les as aussi dans le vivier, Exactement. qui sont tes clients sur la partie geek des chiffres. Exactement. T'as un suivi d'ailleurs, parce qu'ils passent leur DCG, ils passent leur DSCG. Je voyais que sur votre site, vous comparez aussi les résultats quand tu as Ouais, été bien sûr. suivi, que tu as été client des geeks des chiffres. Donc, t'instaures un suivi Bien sûr. avec les candidats. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, encore un des points, c'est que quand tu réfléchis à la stratégie long terme, c'est qu'il faut que chaque action dans un endroit, Ouais. il puisse bénéficier à un autre endroit de ton écosystème. Si tu fais un contenu sur Counter, il doit bénéficier au geek des chiffres. Si tu fais quelque chose sur les geeks des chiffres, il doit bénéficier à Counter. C'est-à-dire que quand tu fais un podcast où tu mets en valeur un expert comptable, bah, ça va te faire rayonner Counter. Mais sauf que Counter, bah, c'est une plateforme de recrutement, donc ok, bah, l'expert comptable il a peut-être envie de recruter. Et puis un talent qui écoute, bah, il se dit bah tiens, mais je me suis pas formé à. J'ai mon DCG, mais j'ai pas mon DSCG, quoi. Et donc en fait finalement, tu fais rayonner toutes tes marques et tous tes groupes de cette manière. Ok. Et donc tu suis le candidat, et si je comprends bien, à l'obtention par exemple de son DSCG, il veut rentrer sur le marché du travail. Toi, tu l'as, il est satisfait, hein, il faut le dire aussi. On l'a peu dit, mais les personnes qui sont passées par les guides des chiffres sont très contents d'avoir eu accès à toute l'information que vous avez écrit. Donc, ils ont envie de te suivre. Et là, tu leur dis, écoute, il y a des manques. Allez, tiens, il faut que tu sois formé. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de cabinets d'expertise comptable qui passent par le logiciel Time. Tu connais? Non. Tiens, il faut que tu sois formé, quoi. Et bah, exactement. Donc c'est aussi pour ça qu'on a des formations sur les outils logiciels, métiers, dont Time par exemple. Donc, ok, tu cherches un job, mais t'as pas la maîtrise de logiciel. Et ben nous, on te forme directement à l'intérieur de la solution. Et là, dans le business model, c'est totalement gratuit pour Oui, le candidat. Tu lui donnes un exactement. maximum de chances, en fait, pour être, Alors pour pourquoi être tu donnes recruté. Ouais, pourquoi tu donnes gratuitement? Parce que quand tu analyses ton marché et que tu as fait ton étude qualitative, tu te rends compte qu'en fait, eux, ils n'ont pas besoin de chercher du travail. Mm. Donc en fait, eux, en 12 heures, ils ont un travail. Ils n'ont pas besoin de se prendre la tête. Donc en fait, il faut que tu leur donnes quelque chose d'autre qui vont les aider, eux, à évoluer personnellement. Donc s'ils ne maîtrisent pas un logiciel alors qu'ils ont envie de changer de job et qu'ils n'ont pas cette compétence, bah, le fait qu'ils l'apprennent chez toi, du coup, tu as créé un point de contact et la personne est rentrée dans ton écosystème. Peut-être qu'elle ne te connaissait pas. Elle te connaît par le fait que bah, elle peut avoir une formation Time gratuitement. La formation est très importante dans notre métier. On a envoyé récemment des questionnaires à l'ensemble de nos collaborateurs dans le cadre d'un accompagnement dont on a bénéficié. Et le premier point dans les axes les plus importants pour eux, alors, il y avait des notions d'engagement et je crois, en l'offre de service, ce qui est quand même plutôt rassurant. Et en fait, le point qui se détachait, c'était celui-ci. C'était mon évolution et la formation que je vais continuer à obtenir au jour le jour. Parce que tu as raison, quand tu es candidat, c'est très facile de trouver... en tout cas, dans la compta. Dans la compta, ouais. C'est très facile de trouver un job. En revanche, c'est compliqué d'y rester. Dans le sens où c'est pas souvent que le job va te plaire. Et quand il te plaît, tu as envie d'évoluer, parce que les premiers salaires en compta, suivant les diplômes, sont pas très élevés. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, tu as envie d'évoluer, tu as envie, comme tu disais, d'accompagner des clients, d'avoir un portefeuille en direct et, in fine, d'avoir un meilleur salaire. Et en fait, pour ça, tu dois avoir plus et tu dois aussi te plaire dans l'entreprise dans laquelle tu es. Carrément. Et on a un turnover, tu le sais, et d'ailleurs c'est bon pour Counter, on a un turnover énorme en fait dans la profession. Ouais, mais tu vois, là il y a un vrai enjeu. Ça, je pense que aussi c'est important pour les entrepreneurs qui vont nous écouter. C'est aussi dès lors qu'on va avoir des collaborateurs au sein de notre équipe, tu vois, comment lui, l'entrepreneur, il rentre dans une nouvelle partie. Hein. Quand il est tout seul, il a que lui à gérer. Hein. Et son foyer. Mais s'il rentre et commence à rentrer des collaborateurs au sein de son projet, là il rentre dans une nouvelle partie. Il doit aussi s'assurer lui en tant qu'entrepreneur que ce qu'il leur propose en termes de mission va aussi les nourrir eux intrinsèquement. Et comme tu le dis, bah, l'étude interne elle a montré que bah, on a besoin de formation. Bah, il faudra faire monter en compétence les gens. Il faudra aussi prendre en considération que dans la construction de son modèle et de son entreprise, on puisse aussi s'occuper de ses collabs comme un client, et il faudrait que lui il puisse nous mettre un avis 5 étoiles quoi. Et donc c'est vraiment aussi ce sujet là, parce que la bonne personne à la bonne place, elle se sent bien. Si elle se sent bien, elle est fidèle, elle travaille bien.
En plus, toi, tu crées du love en fait dans la vie parce que tu apportes quelque chose de positif. Toi, ton entreprise donne du travail à quelqu'un et ce quelqu'un, il est content de venir au boulot, quoi. Donc, du coup, ça aussi, ça a une valeur pour tout l'écosystème, pour l'entrepreneur, pour le collab et pour le client qui vont servir. Donc ça, c'est très important. Ouais. Il faut surtout pas minimiser ça. Tu as entièrement raison. Si on revient à Counter, donc ton client, c'est le cabinet d'expertise comptable, celui qui recrute. Comment tu te positionnes sur le marché? Comment tu essaies de te différencier d'autres cabinets de recrutement? Alors, tu vois, justement, on est encore en phase de recherche du modèle parce que là, au moment où on tourne cet épisode, on a lancé la version bêta au mois de... On est quand là? Mai. Donc ça fait 8-9 mois qu'on l'a lancé en arrière. Donc forcément... Lors du congrès? Ouais, exactement. Donc forcément, dans le chemin, tu apprends des choses. Donc, comment nous, on va se différencier? C'est la manière suivante. C'est que déjà, on est le premier média social dans l'écosystème comptable et financier. Nous, on pense quelque chose, c'est que comment on arrive à différencier un cabinet d'un autre ou un employeur d'un autre? Comment on arrive à différencier une offre d'emploi versus une autre? C'est difficile pour un candidat. Et dans les marques employeurs, il y a tellement de fake et tout le monde est beau, tout le monde est gentil et tout le monde tout c'est génial. Mais en fait, quand tu rentres à l'intérieur, c'est une catastrophe, quoi. Donc nous, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est que si on veut travailler sur la marque employeur, on va pas faire des trucs, des photos, des machins. Non, on va pas faire ça. On va inviter soit des dirigeants, soit des collaborateurs d'entreprise, chez un tiers de confiance. C'est pas la marque qui va parler pour elle-même. C'est la marque, elle passe dans un média, et c'est moi, et c'est nous en interne, on va commencer à discuter sur la vision du dirigeant, qui il est, son histoire. Pour que quand le candidat il va regarder, il va dire ah, ce mec ou cette nana, j'ai envie de bosser pour elle. J'ai envie de bosser pour Ou lui. pas. Ou pas. Faut que ce soit clair dans l'esprit de la personne qui le regarde. Et donc, d'ailleurs, j'ai le cas d'un client où son dirigeant, il est passé, et puis il y a un candidat, il est venu directement au cabinet. Il a dit je veux travailler chez vous. Et donc, il a commencé le lundi d'après. Parce qu'en fait, il a trop kiffé. Il se dit, mais c'est ce modèle de cabinet dont j'ai besoin. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu se différencier parce que de toute façon, la marque Les Geeks des Chiffres, il n'existe qu'une seule. Il n'y en a pas deux. Bien sûr. Et donc, déjà, il y a cette première approche. Oui, cette première approche, c'est qu'on s'est dit, on va aussi former les candidats. Donc, les cabinets, eux, leur point de douleur, c'est de dire, quand je recrute, les gens, ils ne savent pas, ils ne maîtrisent pas tel outil, ils ne maîtrisent pas telle compétence. C'est marrant parce que nous, on les a formés, en fait. Le rapporte. Et donc, ça veut dire qu'on essaye de trouver des points de convergence que dès lors qu'on va apporter de la valeur à quelqu'un, ça puisse résonner en face parce que ça répond aussi à son propre besoin. Je te forme toi candidat parce que moi cabinet j'ai besoin d'avoir des candidats qui sont formés. Et donc quand il est client chez toi, du coup il sait qu'il a des candidats qui peuvent être formés. Et donc la valeur c'est le podcast. Par exemple, voilà. Ouais, en termes de... Parce que derrière il y a comment je fais du chiffre d'affaires. Est-ce que c'est au placement? Non, pas du tout. Comme un cabinet lambda? Est-ce que c'est sur le tournage du podcast? Comment tu... Alors, tu disais, ça fait que 8 mois, donc peut-être aussi en train de continuer à chercher le bon modèle. Donc, dans la phase d'itération, c'est qu'il y a plusieurs parties dans la proposition d'offre. C'est tu as l'accès à un job board, tu peux avoir une CV Tech, tu peux déposer tes offres, tu peux les montrer au plus grand nombre, tu peux faire de la multidiffusion d'offres, tu peux aller sourcer dans une CV Tech qui est qualifiée 100% pour les professionnels du chiffre. Donc ça, c'est un business model par abonnement. Ok, système d'abonnement. Encore une fois, tu vois, nous, c'est vraiment de la scalabilité qu'on cherche. Donc ça, c'est un fees qui est vraiment pas très cher à l'année. Et donc, tu prends à l'usage, tu recrutes et puis tu peux partir. Par contre, le podcast, du coup, ça c'est limité à un certain nombre de cabinets. Forcément, on peut pas mettre n'importe qui au cabinet qui va passer dans l'émission parce qu'aussi, on veut garder un standard et on veut de l'inspiration aussi pour les gens. Et donc, c'est-à-dire que les invités, on doit savoir qui ils sont. Donc, tout le monde ne peut pas passer. Donc là, forcément, c'est un prix qui est beaucoup plus fort. Et c'est aussi là-dessus qu'on va générer beaucoup plus de marge aujourd'hui sur le projet à Counter. Et c'est là aussi que tu vas capter, je pense, les cabinets et les dirigeants qui sont les clients qui sont le plus en phase avec ta vision et ton modèle dans la mise en relation entre le candidat tel que toi tu le vois et le cabinet d'expertise comptable. Exactement. Et il y a une question qui me vient, parce que du coup aujourd'hui tu es co-gérant de 2 sociétés. Est-ce que dans ta tête il y en a 2 ou il y en a qu'une seule? Parce que depuis tout à l'heure tu me dis il y a des interactions, le geek aide Counter, comment Alors en fait en réalité c'est qu'une seule. Comment tu répartis ton temps derrière aussi? C'est qu'une seule entreprise avec 2 marques à l'intérieur. Ouais, donc on va dire que est-ce que j'ai la tête dans 2 histoires différentes? Je ne travaille que sur des sujets dans les marques dans lesquelles je suis le plus fort. Donc moi je fais que du marketing entre guillemets ou du produit. Donc je suis pas schizophrène dans le sujet
Mais en tout cas, je ne travaille que sur ces sujets-là. Donc c'est assez facile en fait de répartir mon temps. Tu vois, je sais pas si j'arrive à bien répondre à la question, mais en tout cas, j'ai pas de... Non, j'ai pas de difficulté, quoi. Ok. Non, parce que c'est un vrai sujet. Quand on a pas mal d'entrepreneurs qui ils ont une première affaire, tiens, puis t'as l'opportunité, tu t'associes dans une deuxième, parfois des activités complémentaires, parfois des activités qui n'ont aucun rapport. Je comprends mieux ta question. Si je comprends bien ce que tu dis, ce qui est important, que tu sois sur une ou deux boîtes, c'est en fait travailler sur ta valeur ajoutée, sur ce que tu vas pouvoir apporter de plus. Exactement. Et j'alerterais aussi, faut faire quand même assez attention à ce que j'aime appeler, ou ce qui s'appelle l'objet brillant. Tu vois. Ah purée, ça c'est intéressant à faire. Tu vois. Donc tu vas te défocus de là où tu es très bon, là où il y a de la valeur, puis tu vas aller sur un autre projet. Est-ce que parfois ça vaut le coup de le faire? Est-ce que c'est une émotion qui t'emmène dans ce sujet? Ou alors est-ce que c'est vraiment une stratégie avec quelque chose qui est pensé et réfléchi? Des fois dans l'entrepreneuriat, il faut y aller à l'instinct, mais aussi parfois il faut être très froid, quoi. Des fois il faut accepter de refuser quelque chose pour se concentrer sur quelque chose de beaucoup plus fort. Oui, de dire stop. Exactement. Aussi, tu vois, par exemple, avec Counter, bah justement, je peux te raconter tout de suite une histoire. C'est que quand même j'ai été défocus de là où j'étais très bon sur les geeks des chiffres pendant qu'on lance un autre projet. Donc le fait que tu lances et tu te concentres à fond sur l'un, bah, du coup forcément tu vas délaisser l'autre. Et donc comme tu vas délaisser l'autre, la valeur que tu aurais pu lui apporter durant ce chemin, bah, du coup tu le fais pas, ou tu le fais beaucoup moins. Des fois il y a des prix que tu acceptes de payer, et des fois il y a des prix que tu n'as pas envie de payer. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait en fait. Et c'est là où je retiens deux choses ultra importantes dans ce que tu as dit. C'est que la société ne soit pas dépendante de son dirigeant. Et je pense que tu as pu faire Counter aussi parce que tu as créé un modèle sur le geek des chiffres où, on l'a vu tout à l'heure, le client, il devient client tout seul, etc. Et ensuite, la complémentarité. Tu es en cogérance, tu es associé avec ta femme. Cette complémentarité-là aussi, elle est très importante. Carrément. Je pense que... En fait, c'est comme si... C'est très bizarre, mais... Ce serait quand même assez difficile pour moi d'illustrer réellement la complémentarité que je pourrais avoir avec mon associé. J'ai presque l'impression que ça fait partie de moi-même en fait. C'est trop bizarre. Ça fait tellement longtemps aussi que je travaille avec elle. Et puis on est mariés aussi dans la vie. J'ai l'impression que c'est comme une seule et même entité. D'ailleurs c'est assez drôle parce que, tu vois, quand nos salariés vont nous nommer, tu sais, je pense que dans certaines entreprises, on sait très vite à qui on doit s'adresser. Et bah eux en fait, je pense que quand ils disent Soumaya Nicolas quoi, c'est comme si qu'ils utilisent les deux noms pour avoir une espèce de validation ou alors tu sais c'est très bizarre. Donc j'ai presque envie de te dire que c'est complémentaire mais c'est une espèce d'identité assez unique en fait. Ok, mais c'est important en tout cas je pense de le relever parce qu'on a énormément d'entrepreneurs ou de porteurs de projets qui veulent s'associer avec un ami ou parfois avec son conjoint. Et en fait je pense que la question qui est derrière à se poser c'est ok, on a peut-être l'idée ensemble, on a envie d'y aller ensemble, mais en fait, est-ce que vous êtes complémentaires et est-ce qu'à la fin, vous allez faire un? Parce que si les deux sont bons sur un domaine, qu'un autre domaine ne les intéresse pas, quand tu entreprends, tu es obligé de toucher à tous les domaines. Ouais, ou alors, il faut directement recruter, s'associer à quelqu'un d'autre et c'est plus du tout la même histoire, quoi. Je pense que un point que tu mentionnes là qui est important, je vais le compléter. Il y a quelque chose qui, en tout cas chez nous, qui est clair et que je vois aussi de toute façon dans la vie. Quelle est ta vision? Est-ce que ensemble, nous avons envie d'aller en haut de cette montagne ou aller dans ce chemin? Déjà, si on répond oui, là déjà, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va peut-être y aller ensemble d'une manière un peu différente. Toi, tu vas t'occuper de la finance, toi, tu vas t'occuper du marketing, toi, tu vas t'occuper du commerce, bref. Donc ça, la vision. Ensuite, qu'est-ce que tu exiges de la personne en face de toi? Qu'est-ce qui, pour toi, est très important avec la relation que tu vas avoir avec la personne avec laquelle tu vas travailler? Est-ce que pour toi, c'est très important que quand elle va prendre des décisions, elle doit communiquer avec toi ou avoir ton avis ou ton point de vue? Est-ce que pour toi, c'est très important quand une personne elle va investir plus de 5 000 €, est-ce qu'elle doit te contacter ou te demander ou pas? Est-ce que pour toi, c'est très important? En fait, il faut savoir quels sont ce que tu exiges de la personne, et aussi il faut apprendre à se connaître. Si tu dis écoute, moi voilà comment je fonctionne, d'ailleurs nous on a fait les profils de disques, des profils de personnalité en interne,
Bon, écoute, moi je suis profil rouge. Moi, si tu commences à parler pendant 10 ans et que non, vas-y, faut que ce soit factuel, faut que ça aille vite. Si tu me parles comme ça, ok. Par contre, tu peux me parler aussi dans ton schéma, qui est le tien. Mais moi aussi, je dois le connaître. Comme on se connaît très bien, ça veut dire que je sais aller bien taper au niveau de ton cerveau par rapport quand tu es stressé, etc. Toi, tu sais faire la même chose avec moi, et en fait, il n'y a aucune animosité. Et c'est incroyable comment ça crée aucune inertie dans la relation. Et donc, en fait, t'exiges rien de la personne, et comme t'exiges rien, t'as pas de déception, et en fait, ça crée de la fluidité. Il n'y a pas d'inertie à des chamailleries qui n'ont pas lieu d'être, parce que la chamaillerie, c'est une charge mentale, et la charge mentale, c'est l'énergie que tu mets pas dans ton business. C'est génial ce que tu dis. Et en même temps, t'es pas obligé de tout ficeler. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on a plein d'associés, mais c'est normal aussi. Ouais, bien sûr. Qui fixent des règles à tout va. Et justement, tu disais tout à l'heure, ok, en fait, jusqu'à combien je peux dépenser, combien de notes de frais je peux avoir, combien, etc. Ça, parfois, c'est fixé juridiquement. Bien sûr. Donc, par un tiers. Bien sûr. Là, t'enlèves un peu de fluidité, et en plus c'est quelque chose que tu pourrais pas faire dans le cadre d'un couple. Tu peux difficilement mettre toutes ces règles, donc c'est vachement important ce que tu dis. Ouais, ça pour moi c'est fondamental, parce que voilà, ça enlève les disputes qu'il peut y avoir, et puis quand t'attends rien des autres, tu peux pas être déçu entre guillemets. Quand t'attends rien entre guillemets, mais au moins tu vois, t'as 2 entrepreneurs, ils rêvent de monter leur boîte ensemble. Sauf que, en fait, dans l'histoire, t'en as un, il est célibataire, et il y en a un, il a 3 enfants, avec sa femme. Quels sont les objectifs? Est-ce que lui, il va vouloir habiter je sais pas où? Est-ce que, en fait, tous ces trucs, ça, c'est des choses qu'il faut débugger. Et un point qui est important, c'est, viens, on discute quand on n'a pas de problème. Imaginons le pire des scénarios ensemble, et on se dit, demain, imagine-toi le pire des trucs. Tu divorces, tu sais pas quoi, mais non, viens, on se le dit quand on peut se check dans la main et qu'on n'a pas de problème. Du coup, en fait, là, c'est trop bien pour toi après. C'est ce qu'on dit toujours aux entrepreneurs qui se lancent à plusieurs associés. Un pacte d'actionnaires, ça se fait au départ. Ouais, quand tout va bien, tu fixes les règles avant, t'apprends à te connaître, comme tu dis, pas quand c'est la merde et qu'il y a déjà une tension, quoi. Ok. Je vois le temps passer, le podcast va bientôt toucher à sa fin. Si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui a envie de se lancer, tu lui dirais quoi? Il faut être en mouvement. L'action, c'est les idées, ça sert à rien tant que tu les exécutes pas. Il faut toujours être en mouvement. Franchement, c'est le seul conseil que je peux donner. C'est quand tu as une idée, quand tu as un objectif, quand tu as un projet, vas-y le plus vite possible. Tu exécutes, et après tu auras les informations qui en découleront de cette action. Parce que de toute façon, le résultat n'est que la suite de l'action que tu vas mener. Donc si tu procrastines, il va rien se passer. Donc pour moi, c'est la seule chose que je peux dire, c'est action, exécution. Point. Soit dans l'action, la vision. Ouais, bien sûr. Et ton humilité, et bravo, et tu l'as très bien dit, je trouve, c'est étape par étape. En fait, tu as une vision, tu sais où tu vas aller, mais tu sais pas si tu vas y aller, tu sais pas combien de temps ça va prendre. Petit à petit, tu travailles, et ça, c'est un bel apprentissage que tu as eu lié à ta première expérience, et je pense qu'il fait le succès aujourd'hui de Counter et des geeks des chiffres. Bah, merci beaucoup, en tout cas Benjamin. Et ouais, dernier point, ne pas trop se comparer aux gens. Se comparer juste à soi-même, parce que la réussite des uns, bah, on ne sait pas comment ils l'ont obtenue. Et ma grand-mère disait, les gens seront jaloux de ta Mercedes, mais pas du crédit que tu as eu pour l'acheter. Donc en fait, tu vois la Mercedes, mais tu vois pas le crédit, quoi. Le paraître. Et donc voilà, je clôturerai là-dessus. Bah écoute, merci beaucoup. Franchement, c'était un grand plaisir, un grand honneur pour moi de t'accueillir. Merci pour ta vision, ton humilité. Je pense qu'il inspirera beaucoup d'entrepreneurs. Merci beaucoup, Benjamin. Salut.